Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 9 clés. 9 clés, alors, quand je dis 9, évidemment, c'est pas exhaustif, il pourrait y avoir d'autres choses, mais 9 clés qui semblent essentielles pour pouvoir gérer votre vie au quotidien et plus précisément les situations un peu stressantes. Voilà. Alors moi j'ai l'habitude de m'exposer, donc il y a certaines choses que je prendrai de ma vie de tous les jours parce que je trouve un peu normal de vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on connaît tout ça, c'est pas parce qu'on en fait un métier. Moi, mon métier c'est de former, de coacher les gens. C'est pas parce que je connais de multiples techniques que pour autant j'arrive à tout gérer dans ma vie. C'est pas vrai. Ce sont des techniques qui m'aident à mieux gérer certaines choses dans ma vie. Mais de là à dire je gère tout parfaitement, c'est faux. Et donc j'espère déjà, rien qu'avec cette intro, que je réponds à certaines questions que me posent des élèves, parfois en message, etc., message privé, à savoir est-ce que si je maîtrise plein de techniques, si je fais des formations, etc., est-ce que réellement je pourrais tout maîtriser dans ma vie? Non, il faut être clair. Vous voyez, moi je fais toujours le rapport avec les arts martiaux. Vous pouvez connaître plein de techniques. Vous êtes passé ceinture noire, première dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan. Vous êtes blindé de techniques, c'est pas pour autant que vous ne pourriez pas vous faire casser la figure dans la rue. Ça n'a strictement rien à voir. D'abord, on n'apprend pas les arts martiaux pour ça, uniquement pour se défendre, même si à la base il y a de ça, mais il n'y a pas que ça dans les arts martiaux. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous connaissez plein de choses au niveau psychologique que réellement vous ne risquez pas un jour de vous faire mettre KO par une situation. C'est l'humain. Je veux dire, vous ne seriez pas humain si vous étiez infaillible. Donc, apprendre une série de techniques pour se blinder, pour se dire « avec ça, je peux tout gérer », c'est faux. Ok ? Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous expliquer donc les 9 points à éviter, c'est-à-dire des solutions qu'on pourrait mettre en application et qui peuvent sembler bonnes sur le moment, mais en réalité, sur le long terme, ça vous porte la poisse. Alors, j'ai l'habitude tout de même de nuancer mes propos. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans mon approche politiquement correcte. Vous allez vous en rendre compte dans le développement de tout ça. Et de plus en plus, d'ailleurs, je crois que je vais faire des vidéos sur l'invasion du politiquement correct dans le domaine du coaching. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je trouve pas normales. Et donc je profite un peu de cette tribune pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais parler de tout ça. Alors la première chose que je vous dirais pour éviter la première règle pour éviter de se mettre dans le pétrin lorsqu'on est face à des situations, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de les éviter. Voilà. Alors, là-dessus, c'est là où je vais nuancer mes propos. Est-ce qu'il y a certaines situations que l'on doit éviter? Oui. Par exemple, si je sais qu'un gars veut me descendre et qu'il a une Kalachnikov, je ne vais tout de même pas me rendre sur les lieux en sachant que moi, je ne suis pas armé et que lui possède une Kalachnikov. C'est de la folie. Donc, on s'entend bien que certaines situations exigent en effet le retrait. On fait un pas en arrière ou un pas de côté, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, on ne rentre pas dans quelque chose, on ne fait pas front face à une situation qui est vraiment éminemment dangereuse. C'est de la logique. Néanmoins, beaucoup de personnes optent pour une technique qui n'est pas très constructive, à savoir je n'affronte rien. Dès qu'il y a une situation un peu anxiogène, dès qu'il y a une situation un peu difficile, je l'évite. L'évitement n'est pas du tout la solution. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait que reporter le moment finalement de l'affrontement. Alors là, je vous parle d'affrontement par rapport à la situation. Je ne parle pas d'un affrontement par rapport à une personne. Ça pourrait être ça, et c'est pas toujours physique. Parfois, il faut affronter certaines personnes. Oui, il faut affronter certaines organisations, certains organismes.
C'est tout bête, vous savez, mais si vous avez peur de payer vos factures et que vous repartez tout le temps, et qu'à un moment donné, ça vous rattrape, il faudra peut-être affronter, je sais pas moi, la TVA, etc. Il faudra vous rendre dans certaines organisations et il faudra vous expliquer tout ça. Donc, laisser pourrir une situation parce qu'on a peur de l'affronter, c'est pas la bonne solution. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais la peur me tiraille tellement que j'ai pas du tout envie de l'affronter. Parfois, c'est vrai, on manque d'énergie. La base, dormez, trouvez des moyens de dormir, mangez bien, stratégiez, faites appel à des gens qui ont des ressources qui peuvent vous aider, qui ne sont pas, comme on dit, le nez sur le tableau, c'est-à-dire ils ne sont pas pris par leurs sentiments et peuvent peut-être vous donner, des solutions pour affronter la situation, mais surtout pas la politique de l'autruche, parce qu'à un moment donné, ça vous rattrape. Donc, première clé, éviter les situations qui sont douloureuses, anxiogènes, etc. Ah, un petit mot quand même sur la douleur, c'est une façon de voir les choses, et j'en sais quelque chose pour l'instant dans ma vie. Moi, je vis quelque chose de douloureux, je vous le dis clairement. J'essaie quand même de voir le positif et de me dire que même la douleur que j'éprouve, même si évidemment elle me fait mal, même si c'est déplaisant, ça fait partie aussi de la vie. La vie, c'est ça. Comme disait l'autre, c'est merci pour la rose, merci pour les épines. On prend les deux. Donc, il faut essayer quand même de tirer ce qu'on a à tirer comme, je ne dirais pas comme positif, parce que, encore une fois, j'ai un peu de problème avec toujours cet excès de positivisme qu'on nous balance toujours à la tête, mais je vous dirais, essayer de tirer en tout cas des leçons de ce qui nous arrive. Ça, je trouve ça important. Deuxième point, alors, boire. Fumer, quand je parle de boire, fumer, c'est à excès, se droguer, etc., c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis pas drogué. Ouais, mais bon, se droguer au Xanax, c'est le même. Vous voyez, je veux dire, se droguer avec du Medrol, c'est exactement la même chose. Voilà, il y a pas réellement de règles. Ne voyez pas forcément que de la drogue, c'est que de la cocaïne. Non, c'est si vous mettez à boire, à fumer tout le temps, à vous droguer, c'est ce qu'on appelle des faux amis. C'est-à-dire, ce sont des amis qui, sur le coup, paraissent une bonne solution, mais sur le long terme, ça vous aide pas. Mis à part vous griller les neurones et pas vous y retrouver, ça n'ira pas. Néanmoins, même là, je nuance mon propos. Parfois, lorsque je sens que réellement mon système nerveux est HS parce que la situation est extrêmement virulente, parfois, oui, je vais me dire, ok, je vais me prendre un alcool choisi, voyez, et je vais boire un verre ou deux. Alors, vous allez me dire, tu fais l'apologie de l'alcool. Pas du tout, c'est pas l'apologie de l'alcool, mais parfois, pour préserver votre, je dirais votre équilibre, parfois, il faut intégrer quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il ne faut pas jouer non plus aux chochottes. Je veux dire, quand on sort et qu'on fait la fête, on n'a pas peur de boire un verre. Mais quand on est mal, là, on dit « Ah, il ne faut pas boire parce que, attention, c'est à l'excès. » C'est à l'excès. Donc, boire à l'excès ou se droguer, etc., pour fuir des situations, c'est pas la bonne solution. Voilà. Alors, je vous dirai dedans, moi, je vais inclure quelque chose qui peut peut-être faire bondir, mais je m'en fous complètement. Pour moi, il y a deux formes de drogue, si vous voulez. Il y a des drogues qui sont, je vais dire, socialement acceptables et des drogues qui ne le sont pas. Dans les socialement acceptables, enfin, dans celles, excusez-moi, je commencerai par celles qui ne sont pas acceptables, cocaïne, marijuana, tout ce que vous voulez, là, on va y aller, on va vous flinguer. Par contre, quelqu'un qui dit, vous savez, moi, tous les jours, quand je rentre du travail, je ne peux m'empêcher de lire et je lis tout le temps, en fait. On va se dire, c'est super, c'est quelqu'un de cultivé, ça. Psychologiquement, on se dira jamais, mais tiens, qu'est-ce qu'elle est vite. C'est marrant, ça. Vous voyez, si vous avez toujours besoin, par exemple, de lire, si tous les jours, vous avez besoin de vous installer devant la télé et regarder des séries, ok, par exemple, si vous faites partie de ceux qui ont même des systèmes pour compter le nombre de séries qu'ils sont en train de regarder et de savoir exactement à quel épisode ils sont,
croyez pas que que ce ne soit pas de la drogue. Bien évidemment que c'est de la drogue. C'est exactement le même système. C'est-à-dire que quand vous êtes dedans, vous allez favoriser des montées de sérotonine, de dopamine, etc., etc. Et puis vous êtes là-dedans, vous êtes plongé dans une histoire. C'est de l'hypnose en fait, c'est rien d'autre. C'est quelque chose d'hypnotique qui vous empêche d'affronter la vie au quotidien. Mais là, par contre, on vous dira jamais rien. Voyez, et dans la lecture encore moins, parce que vous paraîtrez lettré, etc. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que de lire fait de vous un drogué. Je dis que l'excès de lecture, l'excès de cinéma, l'excès de méditation, il y a des gens qui me font rire. C'est moi tous les jours, je médite tous les jours. Je ne peux pas faire si je fais ma journée sans méditer, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est d'autre qu'un système refuge? C'est exactement la même chose. Simplement, il est vrai que la méditation peut, en effet, être plus constructive que de boire de l'alcool, de se torcher. Ça, je dis pas le contraire. Mais ce n'est pas pour autant que psychologiquement, ce ne soit pas une zone refuge. Si vous en avez besoin tous les jours, c'est très différent de me dire, vous savez, moi j'aime bien la méditation, je la pratique de temps à autre. Par exemple, j'ai essayé d'inclure plusieurs séances de méditation dans ma semaine parce que ça me fait du bien, ok? Et j'inclus à ça différentes choses. Pas de problème. Mais si vous me dites tous les jours, moi j'ai besoin de ma dose de méditation pour vivre, tous les jours j'ai besoin de lire pour savoir dormir, tous les jours j'ai besoin de regarder Netflix et de m'assommer de séries parce qu'autrement je trouve que la vie n'a pas de sens, il y a un problème. Que vous le vouliez ou pas. Donc pour moi... pour moi non, c'est pas pour moi, c'est pour la psychologie en règle générale. Ce que je suis en train de vous dire, c'est faites attention à ça. Si vous observez dans vos comportements que vous faites des régressions non-stop, ça ne va pas. Évidemment que de lire un bon livre, manger un bon gueuleton, boire un bon verre, etc., ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais justement, ça fait partie des plaisirs de la vie. Il n'en a pas dit pour autant que tous les jours il fallait le faire. Donc, nuancez tout ça et essayez de voir où vous vous trouvez là-dedans. Alors, autre chose, troisième règle, évitez de dissimuler des aspects de vous dont vous avez honte. Eh oui, il y a plein de choses, vous savez, où parfois on se dit j'ai honte, mais si il y a d'abord certaines choses de vous qui vous font honte, c'est peut-être parce que il y a une forme d'ignorance, de méconnaissance, de ce qui vous fait honte. Je donne un exemple, là je vais taper dans la sexualité, il y a pas mal de personnes qui ont honte de leur propre sexualité, voyez-vous, parce qu'il y a une méconnaissance, parce que souvent on se réfère au groupe social. Vous savez, groupe social, c'est vite fait bien fait, dès que vous sortez du classique, automatiquement, c'est un problème. Donc, la société a décidé que les bonnes pratiques c'était ça, vous sortez du schéma, fatalement vous n'êtes plus vous n'êtes plus vous n'êtes plus en phase avec ce qu'on exige de vous, et donc on peut ressentir de la honte. Mais d'abord se poser la question, d'où vient le comportement, est-ce qu'il est réellement honteux? Vous voyez, si on met de l'intelligence derrière, il n'y a rien d'honteux. Si on met de l'intelligence derrière, il n'y a rien d'honteux. Ou, s'il y a vraiment quelque chose d'honteux, je prends un exemple. Si vous avez effectué un acte du style, vous avez volé quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous lui avez volé de l'argent par exemple, c'est vrai, c'est honteux. Alors cette honte, plutôt que de la cacher, vaut mieux essayer de l'affronter et dire ok, je suis honteux, j'ai fait une bêtise, alors je vais essayer de réparer ma bêtise. C'est pas le problème d'être honteux. Le problème, c'est de rester honteux et de patauger dans sa honte et de faire en sorte que, voilà, on ne bouge plus, et de honte en honte, parce que fatalement on les multiplie, on bouge plus et on se contente d'eux. Donc, mettre de l'intelligence pour essayer de comprendre nos comportements, nos attirances, sans jugement. Et si vraiment on a fait quelque chose de répréhensible, eh bien à partir de ce moment-là, faire en sorte de comprendre évidemment et de pouvoir contrer ça. Faire son mea culpa et réparer ses erreurs. Ça c'est important, et donc on en revient à quelque chose, là aussi ça peut être affronter la situation anxiogène. Quatrième règle, pas remettre au lendemain.
Alors là aussi, je vais le nuancer. Parfois, il y a trop de choses. Vous êtes obligé de hiérarchiser certaines choses, hein, de prioriser certaines choses. Vous êtes obligé parce qu'il y a trop. Donc ça, c'est vrai, ça peut arriver. Mais il y a des personnes qui sont des spécialistes. Ah, je peux pas me connecter pendant 2 heures à un cours, vous savez, non, 2 heures par mois, c'est trop parce que j'ai trop de choses à faire. Arrêtez les conneries. C'est pas vrai ça. 2 heures, ça se trouve. Ouais, mais non, mais moi je sais pas aller m'entraîner. J'aimerais bien faire du sport, etc. Mais je sais pas m'entraîner parce que j'ai. Arrêtez de trouver tout le temps des excuses. C'est pas vrai. Il y a toujours moyen d'arranger. Quitte à se réveiller plus tôt. C'est important. Vous voyez ? C'est important. Évitez de vous trouver tout le temps des excuses. Et je vous le dis, en étant papa, en ayant une société, en la gérant, j'ai toujours bossé. Il faut arrêter. Et quand je vous le dis, je l'applique à moi-même. Parfois, je suis là, je me dis, je vais pas le faire parce que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit arrêter de se trouver des excuses et un maximum affronter les situations une par une et éviter de remettre au lendemain. Bon, sauf vraiment grande nécessité où on pose et on se met des dates. Parce que si vous ne datez pas, évidemment, ça n'ira pas. Donc des deadlines, c'est très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? 5e règle, oui, 5e règle. Ne faites pas la bêtise d'arrêter ce que vous aimez. Je prends le sport, et là je prends quelque chose que moi j'ai eu l'idiotie d'arrêter. Quand j'avais 30 ans, ça fait donc presque 18 ans, et j'ai lancé ma première société, j'ai eu la très très mauvaise idée d'arrêter de faire du sport. Or, j'ai toujours fait du sport. Enfin, à partir de 10 ans, j'ai commencé à faire du sport. Donc, le sport fait partie de mon hygiène de vie. Et puis, à 30 ans, je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, maintenant, vie de famille, je venais d'apprendre que j'allais être papa. Voilà, j'ai monté ma société. Vous voyez, je suis devenu hyper sérieux, là, quand même. Non, c'est fini, il faut arrêter de s'entraîner. Conclusion, 1 an après, qu'est-ce que j'ai ? Un beau burn-out. Pourquoi ? Parce que ça faisait partie de mon hygiène de vie. Parce que ça fait partie des choses que j'aime faire dans la vie. J'aime pas que ça. Mais ça fait partie des choses qui m'entretenaient, si vous voulez. Et donc, en choisissant de ne pas le faire, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pété un plomb. Voilà. Parce qu'en réalité, je voulais gérer tous les autres aspects de ma vie en oubliant le fondamental, c'est-à-dire ce qui me fait du bien. Donc, arrêter des passions pour une situation. Mais il y a pire encore. Excusez-moi. Et là, je lance le mot, s'il y a des ados qui m'écoutent, et je parle à ma propre ado aussi, arrêter pour quelqu'un d'autre, c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. L'amour, ce n'est pas de la fusion. L'amour, c'est pas faire un, tout ça, c'est les clichés qu'on voit dans les films. Mon âme sœur, mon autre, il est là, s'il est là, je suis bien, s'il n'est pas là, je vais mal, s'il meurt, je meurs. Connerie absolue. Psychologiquement, c'est une horreur. C'est comment se fondre dans l'autre à tel point qu'on n'ait plus de personnalité. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et partager des choses avec lui, et partager ses différences aussi, que de se fondre dans l'autre et ne plus rien faire pour soi, parce qu'on veut être uniquement avec l'autre, et parce qu'on a l'impression que l'autre c'est la vie. Et ça, c'est de la bêtise monumentale. Beaucoup d'adolescents font ça, mais j'entends aussi des adultes, excusez-moi, des cinquantenaires parfois, qui me sortent des conneries dans ce style-là. Je trouve ça épouvantable. Ce n'est pas possible, ça. Il faut revoir la construction identitaire, garder les choses que l'on aime faire, et c'est pas parce qu'on a rencontré quelqu'un, ou parce qu'il y a une situation un peu plus compliquée, qu'on ne fait plus ce qu'on aime. Même chose, désolé, c'est juste pour rester sur la même ligne, pour bien comprendre. Je prends le sport, vous pourriez prendre de l'art, vous pourriez prendre peu importe ce que vous voulez, du jardinage, vous faites ce que vous voulez. Mais, voyez, lorsque une personne vous dit, oui, mais vous savez, pour l'instant, non, j'ai dû arrêter de faire du sport parce que,
parce que vous n'avez pas le cran. C'est tout. J'ai voulu continuer à faire du sport, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis réveillé plus tôt. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai agencé mes programmes. Il y a certaines choses, on exigeait de moi, ouais, mais tu sais me conduire là. Non, stop. À un moment donné, je prends au moins 1 heure pour moi, foutez-moi la paix, parce que j'ai besoin de ça. Parce que le jour où moi je vais mal, il n'y a personne qui viendra m'aider. On viendra bien pleurer en disant, oh chouchou, t'es pas bien, c'est triste. Et puis si je continue à être pas bien, on va dire, oui, mais il est temps quand même que tu te remettes parce que ça commence à devenir long. Il n'y a pas réellement de compréhension, même des proches. Donc, je vous dirais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou, comme le disait le Christ, qui croit en moi se charge de sa croix. Donc voilà, il faut, et excusez-moi d'avoir pris cette référence à l'évangile, je n'ai aucun dogme, sachez-le bien, juste j'aurais pu vous prendre une référence dans Star Wars, que pour moi ça ne change rien, quand une phrase a du sens, je la prends, quelle que soit, qu'elle vienne de la mythologie grecque, les évangiles, l'islam, ce que vous voulez, pour moi il n'y a pas de différence. Je prends certaines références parce qu'elles me semblent probantes. Donc, ici, dans ce cas-ci, apprenez à vous faire plaisir et à ne pas arrêter les choses pour des situations ou pour d'autres. Voilà. Et qu'elles soient belles, qu'ils soient beaux, qu'ils soient intelligents, tout ça, c'est de la connerie. C'est un être humain. Et donc, arrêter quelque chose pour quelqu'un, c'est une bêtise absolue. Qu'on paie plus tard. Voilà. Et qui plus est, arrêter l'école est encore une autre connerie. Excusez-moi, je vais passer les messages. Celles qui m'écouteront, eh bien, sauront de quoi je vais parler. Voilà. Alors, rompre les contacts avec les amis et la famille, ça aussi, c'est une belle connerie. Excusez-moi. Sauf, évidemment, en cas de famille toxique. Faut-il encore réellement qu'on mette que ce soit vrai, parce que entre eux, ce qu'on appelle toxique, du style la personne dont la famille essaie quand même de faire du bien, par exemple si vous voyez quelqu'un partir à la dérive, il est un peu logique d'essayer de rattraper, et la personne vous dira il faut pas mettre la pression là. Non, là, ça, vous devenez toxique. Non, mais excuse-moi, si tu risques ta vie, il est un peu normal, si on t'aime, qu'on te mette en garde. Si ça, c'est de la toxicité, là, ça devient grave. Donc, attention quand on dit toxique. Attention quand on dit toxique. Parce que maintenant, on a vite fait de mettre du toxique partout. Là, on le voit. Par contre, dans l'alimentation, on ne le voit plus, ce qui est toxique. Mais là, on le voit. Donc, c'est vrai que certaines situations vraiment énergivores, vraiment toxiques, bon, là c'est une chose, on essaie de, comment vais-je dire, de ne pas participer à ça, et on peut essayer de s'en éloigner. Et donc si on a des gens de la famille qui sont comme ça, on le fait, on est d'accord. Mais rompre les liens est une bêtise. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous mettez à rompre des liens avec les amis ou avec la famille, vous vous privez de quoi? Vous vous privez d'autres types d'intelligence. Il y a des personnes autour de vous qui peut-être peuvent vous aider. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose. Il y a des compétences innées et acquises autour de vous. Ce serait une erreur de se couper de ça. Donc même chose, vous voyez, je fais juste petit parallèle, mais j'ai honte de moi parce que j'ai fait quelque chose de répréhensible et je ne réfléchis pas dessus. J'ai une tendance à fuir dans la télé et dans le fantasme, dans les fantasmes, la télévision, je suis tout le temps sur Facebook, etc., parce que ça m'empêche comme ça de voir la réalité. Je fous tout en l'air, je ne fais plus mes activités parce que l'autre, par exemple, est là et qu'il est devenu à ce point important que je pense plus à moi. Et en plus, je commence à rompre les contacts avec ma famille. Tout ça, c'est une horreur. Évidemment, c'est pas les bonnes choses à faire. C'est pas du tout les bonnes choses à faire. Donc, gardez les contacts, les contacts nécessaires, les contacts je dirais qualitatif. Rompre avec tout le monde, c'est de l'idiotie, sauf encore une fois, cas où réellement c'est avéré, la situation est toxique. Alors,
se faire beaucoup de soucis pour anticiper. Vous voyez? Alors, je comprends, hein, l'anticipation, c'est un très bon système de défense, on peut l'employer. Par exemple, quand il y a une situation, on peut se dire, bon, scénario 1, scénario 2, scénario 3, comment je vais me préparer, etc. C'est excellent, on doit de toute façon le faire. Maintenant, c'est pas parce que vous passez votre temps à anticiper, et que fatalement, ça va se passer comme vous l'aurez prévu. Vous augmentez vos chances. Alors, là, c'est une question de balance. On peut anticiper, mais à un moment donné, l'excès d'anticipation va créer un effet inverse, c'est de l'anxiété. L'anticipation, c'est pour se préparer, donc pour être plus cool. Si vous passez votre temps à anticiper tout le temps, en boucle les choses, en vous disant oui mais ça va se passer comme ça, et si ça se passe comme ça, je vais faire ça, oui mais il se peut que l'autre intervienne, donc moi je vais faire ceci ou cela. Non. Si vous exagérez trop, vous allez devenir évidemment plus anxieux, et donc ça fait exactement l'inverse de l'effet escompté, qui est l'effet recherché, c'est l'effet de calme. Un système de défense, excusez-moi, c'est le terme en psychologie, un système de défense est là pour faire descendre la pression, pas pour l'augmenter, sauf si on s'en sert mal. Et là, dans ce cas-là, c'est mal s'en servir. Les rituels tous les jours, 8e clé. Si tous les jours vous avez besoin, j'en ai déjà un peu parlé, de méditation, j'ai bien dit tous les jours, vous avez besoin de vous foutre des pierres autour du cou, vous avez besoin de, je sais pas moi, de faire, peu importe les rituels, on s'en fout, passer de la sauge partout, etc., etc. Méfiez-vous de votre comportement. Mais alors, je suis pour les rituels, comprenez bien. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas en train de me moquer des rituels. Pas du tout. Mais l'excès de rituels veut dire quoi? Toujours à un niveau psychologique. C'est que vous n'êtes pas capable, sans rituel, d'affronter votre vie au quotidien. Et que les rites vous permettent d'une certaine manière de sublimer votre quotidien et de vous créer une espèce de bulle sécurisante. Mais pourquoi, à ce point, est-ce que vous avez besoin de cette bulle sécurisante? Alors, vous pourriez me dire, vous pourriez objecter, ouais, mais bon, on s'en fout, si ça marche, bien sûr. Si ça marche, tant que ça marche, c'est bien. Mais le jour où il y a un grain de sable, c'est-à-dire à un moment donné où, je sais pas, le rituel ne peut pas avoir lieu, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc, mettre du sens dans sa vie, mettre des rites, évidemment que c'est intéressant. Passer sa vie à faire des rites tous les jours. Vous savez, il y a des gens qui tous les jours font leur vie en fonction de leur horoscope. Il y a un problème. Si Saturne transite sur Uranus, je sors pas de chez moi ou alors je vais avoir la guigne. Non. Ok. Si tous les jours, pour pouvoir sortir de chez moi, je suis obligé de faire le tour de la maison avec la sauge d'abord pour purifier, etc., etc., etc. Non. N'exagérez pas, n'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Il faut pouvoir vous dire qu'à un moment donné, tout acte, même sportif, et quelqu'un qui aime bien le sport, le gars qui vous dit si tous les jours je dois faire du sport parce qu'autrement je vais pas bien, tous les jours, c'est un problème. Évidemment que c'est un problème, et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est bon de faire du sport que c'est pas un problème. Psychologiquement, c'en est un. On peut pas passer son temps à faire du sport, votre machine elle doit se reposer, on peut pas passer son temps à faire des rites, à un moment donné il faut arrêter de déconner. Vous ne pouvez pas passer votre temps à boire, c'est un fait. Vous voyez, enfin, vous pouvez le faire, mais ça ne dénote pas d'un équilibre. Vous voyez? Donc, à réfléchir, à méditer. Évidemment, tout ça s'analyse en fonction de votre vie. En fonction de votre vie et en fonction de l'intensité de ce que vous faites. Alors, je dirais, 9e clé, éviter les vérifications répétées. Il y a des gens qui, pour se sécuriser, vérifient tout, si vous voulez. Hein. Donc, voilà, je vérifie 3 fois si la porte de la maison est fermée, je vérifie si toutes les fenêtres sont bien fermées, si les volets sont bien verrouillés, si ma voiture aussi, si l'alarme fonctionne, etc., etc., etc. Attention, l'excès de contrôle, l'excès de vérification, j'ai bien parlé de l'excès, hein. Je ferme ma porte à clé, hein, comment dire, la porte de ma maison, pardon, à clé. Bien sûr, je pars, je ferme, pas de souci.
Et en fonction de là où on habite, là aussi, il y a de la logique. Mais il y a une différence entre faire ça et le vérifier 3 à 4 fois par jour. Vous voyez un peu. Donc comprenez bien ce que je suis en train de te dire. Je parle de l'excès de vérification, l'excès de contrôle. Et il y a des personnes quand même qui s'amusent à vérifier tous les jours si leurs objets n'ont pas bougé de place, si leurs livres sont toujours classés par ordre alphabétique, etc. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui commence à être déraisonnable dedans. Donc l'excès de vérification, quel qu'il soit, va dénoter toujours d'un manque d'équilibre psychique. Alors évidemment, s'il y a un de ces points qui clignote, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous mettez en place des stratégies qui ne sont pas très constructives pour trouver des solutions au quotidien. Okay? Et j'ai essayé de nuancer quand même certains propos. Si vous avez plusieurs points, là, ça commence à devenir costaud. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, essayer de mettre ça en place. Et quand on ne sait pas quoi faire, on se réfère à des gens qui peuvent vous aider. Nous sommes tous, écoutez bien, même ceux qui sont dans la thérapie, etc., dans le coaching, comme mon cas, nous sommes tous sourds et aveugles à nos propres conflits. Voilà. Je vous ai dit en début de vidéo que moi-même, pour l'instant, je suis plongé dans quelque chose d'assez intense. J'ai la chance d'avoir une de mes amies qui, hier, m'a envoyé un message où elle a employé les bons mots. Et dans le fond, grâce à ces mots, ça m'a permis de me faire de descendre. Parce que moi-même, je n'y arrivais plus, malgré toute ma technicité. Donc, s'entourer de personnes qui sont compétentes, de personnes qui sont bienveillantes aussi, vis-à-vis de vous, etc., c'est vraiment important. Le groupe, c'est important. Et évidemment, vous êtes important aussi. Il faut pouvoir s'écouter, etc., etc. Mais voilà, c'est quelque chose de fort important, c'est d'avoir autour de soi, soit des amis, mais encore une fois, je vous dis des amis qui vous apportent certaines choses. J'insiste, qualitatif, parce que, excusez-moi, mais désolé, peut-être encore que je vais en choquer certains ou certaines, mais si dans l'amitié, votre ami, il vous tire vers le bas, c'est peut-être pas la bonne amitié, si vous voulez. Donc, voilà, il faut, à un moment donné, il faut savoir qui vous êtes. Si vous avez envie d'être tiré vers le haut, c'est pas en ayant des amitiés qui vous tirent vers le bas. Si vos amis vous invitent à voler, si vos amis vous invitent à vous inféoder à quelque chose, ce ne sont pas des amis. Il faut être totalement clair avec ça. Donc, bien choisir, il faut que les amis soient à la hauteur. Et vous devez être à la hauteur de vos amis. Donc, on se pousse vers le haut, si vous voulez. C'est pas vers le bas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'important. Voilà. Cette petite vidéo, je l'ai faite évidemment pour mes amis Facebook, YouTube, etc. Peu importe. Tous les amis que je connais et que je ne connais pas. Mais sachez ceci, c'est que si vous avez, par exemple, des adolescents, ce ne serait pas insensé de leur faire écouter ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, à l'adolescence, où ce que je suis en train de vous dire, vous allez le retrouver. Donc, ce n'est pas inintéressant que certains jeunes puissent écouter ça. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, vous le faites écouter ou pas, ou peut-être que vous avez déjà vous-même zappé, ou peut-être que vous trouverez que tout ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, voilà, je voulais vous donner quelques clés. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, et écoutez, j'espère à une prochaine fois. Salut!